plus, 24e, un petit clistère insinuatif, réparatif et rémolliant pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Ce qui me plaît de monsieur Florent, mon apothicaire, c'est que ses factures sont toujours fort civiles. Les entrailles de monsieur, 30 sols. Oui, mais monsieur Florent, il ne faut pas que d'être civil, il faut être aussi raisonnable et ne point d'écorcher les malades. 30 sols à lavement. Je suis votre serviteur, je vous l'ai déjà dit. Dans les autres factures, vous me les avez mis qu'à 20 sols. Et 20 sols au langage d'apothicaire, c'est-à-dire 10 sols. Et voilà, 10 sols. Plus du 10 jours, un bon clistère détersif, composé avec catholique en double, rhubarbe, miel rosa et autres, suivant l'ordonnance pour balayer, laver et nettoyer le bas-ventre de monsieur. 30 sols. Avec votre permission, 10 sols. Plus du 10 jours, le soir, un jus hépatique, sophoratif et somnifère, composé pour faire dormir monsieur. 35 sols. Moi, je ne me plains pas de celui-là, car il me fit bien dormir. Plus du 26e, un clistère carminatif, pour chasser les vents de monsieur. 30 sols. 10 sols, monsieur Florent. Plus du 27e, une bonne médecine composée pour hâter d'aller et chasser dehors les mauvaises humeurs de monsieur. 3 livres. Mais monsieur Florent Coudou, s'il vous plaît, si vous en usez comme cela, on ne voudra plus être malade. Contentez-vous de 4 francs. Alors, 63 livres, 4 sols et 6 deniers. Si bien que ce mois-ci, j'ai pris 8 médecines et 12 lavements. L'autre mois, j'avais pris 12 médecines et 20 lavements. Je ne m'étonne pas si je ne me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Je le dirai à M. Purgon afin qu'il remédie à cela. Allons qu'on vote tout ceci. Ah ben, il n'y a personne. On va vous dire, on me laisse toujours tout seul. Nous ne m'entendons point, la sonnette ne fait pas assez de bruit. Point d'affaires là. Ils sont sourds, prenez! Tout comme si je ne sonnais point. Chaîne de carogne! Grelin, grelin, grelin! Oh, rage! Grelin, grelin, grelin! Non mais c'est possible de laisser un malade tout seul comme ça? Grelin, grelin, grelin! Mais vous me laissez mourir ici! Grelin, grelin, grelin! Ah, chaîne à carogne! Oh, Dieu, on fait de votre impatience. Vous pressez si fort les personnes que je vous ai donné un grand coup de la tête contre la canne d'un volet. Ah! Il y a 1 heure, tu m'as laissé. Mais tais-toi donc, coquine, que je te querelle. Bon, bah, c'est un mot, ma foi, j'en suis d'avis après ce que je me suis fait. Mais tu m'as fait écosiller, Caronne. Et vous m'avez fait, vous, casser la tête. Là, vaut bien l'autre qui t'inquiète, si vous voulez. Quoi, coquine? Si vous querellez, je pleure. Me laisser, Ah! traîtresse. Ah! Mais quoi, il faudra encore que je n'ai pas le plaisir de la quereller? Vous querellez tout votre sou, je le veux bien. Mais tu m'en empêches, tiens, en m'interrompant à tout coup. Si vous avez le plaisir de quereller, il faut bien que de mon côté, j'ai le plaisir de pleurer. Chacun le sien, c'est pas trop. Ah! Bon, ôte-moi ceci, coquine, ôte-moi ceci. Mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré? Lavement? Oui. Ai-je bien fait de la bile? Pourquoi? Je ne me mets pas de cette affaire-là, c'est à M. Florent à y mettre le nez puisqu'il en a le profit.
malade vous avez pour vous faire tant de remèdes? Taisez-vous, ignorant, ce n'est pas à vous à contrôler les ordonnances de la médecine. Qu'on me fasse venir ma fille Angélique, j'ai à lui dire quelque chose. La voilà qui vient d'elle-même, elle a deviné votre pensée. Ah, approchez Angélique, je voudrais vous parler. Me voilà prête à vous ouvrir. Non, attendez, donnez-moi mon bâton, je vais revenir. Allez, monsieur Florent lui donne des affaires. Toinette. Quoi? Regarde-moi un peu. Bien, je vous regarde. Toinette. Mais quoi, Toinette? Et ne devines-tu point de quoi je veux parler? Je m'en doute assez. De notre jeune amant cassé celui depuis 6 jours que roulent tous nos entretiens. Et vous n'êtes point bien si vous n'en parlez à Twitter. Ah, puisque tu connais cela, que n'es-tu donc la première à m'en entretenir et que ne m'épargnes-tu la peine de te jeter sur ce discours? Vous ne m'en donnez pas le temps, vous avez des soins là-dessus qu'il est difficile de prévenir. Ah, je t'avoue que je ne saurais me lasser de te parler de lui, que mon cœur profite avec chaleur de tous les moments de souvenir à toi. Mais dis-moi, Toinette, condamnes-tu les sentiments que j'ai pour lui? Oui, je me garde. Ai-je tort de m'abandonner à ces douces impressions? Je ne dis pas cela. Et voudrais-tu que je fusse insensible aux tendres protestations qui me témoignent? Mon Dieu ne plaît. Et ne trouves-tu pas comme moi quelque chose du ciel, quelque effet du destin dans l'aventure inopinée de notre connaissance? Oui. Et cette façon d'embrasser ma défense sans même me connaître est tout à fait d'un honnête homme. Et l'on ne peut en user plus généreusement. Et il fit tout cela de la meilleure grâce du monde. Oh oui. Ne trouves-tu pas, Toinette, qu'il est bien fait de sa personne? Assurément. Qu'il a l'air le meilleur du monde? Sans doute. Que ses discours comme ses actions ont quelque chose de noble? C'est sûr. Et qu'on ne peut rien entendre de plus passionné que tout ce qu'il me dit. Cela est vrai. Mais dis-moi, Toinette, crois-tu qu'il me dit la vérité? Parfois, ces choses-là sont parfois un peu sujettes à caution. Les grimaces d'amour ressemblent parfois si fort à la vérité. Je suis grand comédien là-dessus. Toinette, que dis-tu là? Hélas, de la façon qu'il parle, serait-il possible qu'il ne me dit pas vrai? En tout cas, vous en serez bientôt éclairci. Et la résolution où vous écriviez hier qu'il était de vous faire demander en mariage est une compte voix vous faire connaître s'il vous dit vrai ou non, c'en sera là la bonne preuve. Toinette, si celui-là me trompe, je ne croirai de ma vie aucun homme. Voilà votre père qui revient. Ça, ma fille, je vais vous dire une nouvelle ou peut-être vous attendez-vous pas. On vous demande en mariage. Ah, qu'est-ce cela, vous riez? Ah, cela est plaisant, oui, ce mot de mariage. Il n'y a rien de plus drôle pour les jeunes filles. Ah, nature. À ce que je puis voir, ma fille, je n'ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous marier. Je dois faire mon père tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. Je suis bien à l'aise d'avoir une fille aussi obéissante. La chose est donc conclue et je vous ai promis. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je vous fisse religieuse et votre petite sœur Louison aussi. Et de tout temps, elle a été heurtée à cela. Ah, ça, la bonne bête a ses raisons. Elle ne voulait pas me sentir à ce mariage, mais je l'ai emporté et ma parole est donnée. Oh, mon père, que je vous suis obligée de toutes vos bontés. En vérité, monsieur, voilà la chose la plus sage que vous ayez faite de toute votre vie. Je n'ai pas encore vu la personne, mais on m'a dit que j'en serais content, et moi aussi. Assurément, mon père. Comment l'as-tu vu? Puisque votre consentement m'autorisa à vous ouvrir mon cœur, je ne feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours, et que cette demande est un effet de l'inclination que dès cette première vue nous avons prise l'un pour l'autre. Ils ne m'ont point dit cela, mais j'en suis bien aise, et c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Ils disent que c'est un grand jeune garçon, bien fait, Oui, mon père. de belle taille, Sans doute. agréable de sa personne, Tout à fait. de bonne physionomie, Très bonne. sage et bien né, Oui. fort honnête. Le plus honnête du monde. Il parle bien latin et grec. C'est ce que je ne sais pas. Et il sera reçu médecin dans 4 jours. Lui, mon père? Ah oui, est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Non, vraiment. Qui vous l'a dit à vous? Ah, monsieur Purgon. Mais est-ce que Monsieur Purgon le connaît? Ah, la bête de monde, il faut bien qu'il le connaisse, puisque c'est son neveu. Cléante, le neveu de Monsieur Purgon? Et quelle Cléante? Nous parlons de celui pour qui on t'a demandé en mariage. Oui. Eh bien oui, c'est le neveu de monsieur Purgon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin, M. Diaphorus. Et ce fils s'appelle Thomas Diaphorus, c'est notre Cléant. Et nous avons conclu ce mariage-là ce matin. Monsieur Purgon, monsieur Grand et moi. Et demain, ce gendre prétendu doit être amené par son père. Pas de caisse, voilà tout est beau, bi.
quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est que, me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires et d'être à même des consultations et des ordonnances. Eh bien, voilà dire une raison, et il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Comment si je suis malade? Si je suis malade, la plus grande! Bien sûr que vous êtes malade, n'ayons pas de querelle là-dessus. Vous êtes fort malade. Plus malade que vous le pensez, cela est fait, je n'en plus. Votre fille veut trouver un mari pour elle-même, et n'étant pas malade, il n'est pas nécessaire de devenir un médecin. C'est pour moi que je lui donne ce malade, ce médecin. Les filles de mon naturel devraient être ravies d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Voulez-vous, mon ami, je vous donne un conseil? Quel est-il ce conseil? Ne point songer à ce mariage-là. Tu as raison. La raison, c'est que votre fille n'y consentira point. Elle n'y consentira point. Non. Ma fille. Votre fille. Elle vous dira qu'elle n'a que faire de monsieur Diafoirus, ami de son fils, Thomas Diafoirus, de tous les Diafoirus du monde. Oui, mais moi j'en ai à faire, moi. Outre que le parti est plus avantageux qu'on le pense. Le Diafoirus n'a que ce fils-là pour toute hériter. Et de plus, monsieur Purgon, qui n'a ni femme ni enfant, lui donne tout son bien en faveur de ce mariage-là. Monsieur Purgon est un homme qui a 8000 bonnes livres de rente. Il faut qu'il ait tué bien des gens pour s'être fait si riche. 8000 livres de rente sont quelque chose, sans compter le bien du père. Tout cela est bel et bon, monsieur, mais je reviens toujours là. Je vous conseille entre nous de me trouver un autre mari. Elle n'est point faite pour être Madame Diafoirus. Et je veux, moi, que cela soit. Oh, fille, ne dites pas cela. Pourquoi que je dise pas cela? Non. Et pourquoi ne le dirais-je pas? Mais on dirait que vous ne songez pas ce que vous dites. Eh bien, on dira ce qu'on voudra, mais je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Non, je suis sûre qu'elle ne le fera pas. Je l'y forcerai bien. Elle ne le fera pas, vous dis-je. Elle le fera, ou je la mettrai dans un couvent. Vous? Moi. Bon. Comment bon? Dans un couvent. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent. Non. Non. Ah ouais, voilà qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si j'en veux. Non, vous dis-je. Et qui m'en empêchera? Vous-même? Moi. Vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Non, vous vous moquez. Je ne me moque point. Mais la tendresse paternelle vous prendra Elle ne me prendra point. une petite larme ou deux bras jetés dans le cou. Ah non, pas petit papa mignon, commencez votre tendrement, ça sera assez pour vous toucher. Tout cela ne fera rien. Ouais, oui. Je vous dis que je veux qu'elle se prépare à prendre le mari que je dis. Et moi, je lui défends absolument. Non, rien faire. Et où est-ce donc que nous sommes et quelle audace est-ce là, une coquine de servante de parler de la sorte devant son maître? Mais quand un maître ne sait pas ce qu'il fait, une servante bien foncée est en droit de le redresser. Ah, Solon, il faut que je t'assomme. Il demande d'abord de m'empêcher aux choses qui vous peuvent déshonorer. Viens, que je t'apprenne à parler. Je m'intéresse comme je dois, ne vous pouvez laisser faire de folie. Chienne, là. Non, je ne consentirai jamais à ce mariage. Bon, là. Elle n'épousera pas votre Thomas Diafoirus. Carole. Elle m'obéira plutôt qu'à vous. Ah, Angélique, tu ne veux pas m'arrêter cette coquine-là. Mon père, ne vous faites point malade. Si tu me lâches, je te donnerai ma malédiction. Et si elle m'obéit, je la déshériterai. Ah, je n'en peux plus. Voilà pour me faire mourir. Ah, Qu'avez-vous, mon pauvre? ah, ça va approcher. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit? Venez-vous-en ici à mon secours. Que se passe-t-il donc? Mamie, Mon ami. on vient de me mettre en colère. Hélas, mon ami, mais comment donc? Votre coquine de toilette est devenue plus insolente que jamais. C'est une impertinente. Elle m'a fait enrager, mamie. Doucement, mon fils. Elle a contrecarré 1 heure durant les choses que je veux faire. Là, tout doux. Et a eu l'effronterie de me dire que je ne suis point malade. Vous savez, mon cœur, ce qu'il en est. Oui, je sais, mon cœur, elle a tort. Ah, cette coquine-là me fera mourir. Calmez-vous, calmez-vous. Elle est la cause de toute la bille que je fais. Je sais, mais ne vous fâchez point tant. Et il y a je ne sais combien que je vous dis de me la chasser. Oh mon Dieu, mon fils, mais il n'y a point de serviteurs et de servantes qui n'aient leur propre défaut. On est parfois contraint de souffrir leur mauvaise qualité à cause des bonnes.
Celle-ci est adroite, soigneuse, diligente et surtout fidèle. Et vous savez qu'il faut maintenant de grandes précautions pour les gens que l'on prend. Oh là, toilette! Madame? Pourquoi donc est-ce que vous mettez mon mari en colère? Moi, madame? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je ne songe qu'à complaire à monsieur en toute chose. Ah, traîtresse! Il nous a dit qu'il songeait à donner en mariage sa fille au fils de monsieur Diaphorus. Je lui ai répondu que je trouvais le parti avantageux pour elle et que je pensais qu'il ferait mieux de la mettre dans un couvent. Il n'y a pas grand mal à cela et je trouve qu'elle a raison. Mais vous la croyez, maman? Mais c'est une scélérate, elle m'a dit sans insolence! Et là, madame, oui, je vous crois, mettez-vous. Donnez-moi son manteau fourré et des oreillers que j'allais commode dans sa chaise. Vous voilà je ne sais comment. Et enfoncez votre bonnet sur votre tête. Et il n'y a rien qui en rime tant que de prendre l'air par les oreilles. Mais je vous suis obligé, mamie, des bons soins que vous avez de moi! Levez-vous et je mette ceci sous vous. Mettons celui-ci. Allez. De ce côté, pour vous appuyer. Celui-là, de l'autre côté. Celui-ci derrière votre dos. Et cet autre-là derrière votre tête. Et celui-ci, Et voilà! Qu'est-ce que c'est donc? Pourquoi vous emporter ainsi? Elle a cru faire bien. Mais vous ne connaissez pas, maman, la valise de la pondarde! Elle m'a mis tout hors de moi. Il faudra plus de 8 métiers et de 12 lavements pour réparer tout ceci. Là, mon ami, apaisez-vous un petit peu. Ah, mamie, vous êtes toute ma consolation. Pauvre petit-fils. Pour tâcher de reconnaître l'amour que vous me portez, je veux mon cœur, comme je vous ai dit, faire mon testament. Oh, mon ami, ne parlons point de cela, je vous prie. Le seul mot de testament me fait tressaillir de douleur. Je vous avais en parler pour cela à votre notaire. Le voilà là-dedans que j'ai amené avec moi. Ça m'a fait plus entrer, mamie. Hélas, mon ami, quand on aime bien un mari, on n'est guère en état de songer à tout cela. Approchez! Approchez, monsieur de Bonnefoy, prenez un siège, s'il vous plaît. Ma femme m'a dit, monsieur, que vous étiez fort habile et tout à fait de ses amis. Et je l'ai chargé de vous parler pour un testament que je veux faire. Mais hélas, je ne suis pas capable de parler de ces choses-là. Elle m'a, monsieur, expliqué vos intentions. Et le dessein, vous êtes pour elle. Et je vais vous dire là-dessus que vous ne sauriez rien donner à votre femme pour votre testament. Mais pourquoi? La coutume y résiste. Si vous étiez en pays, le droit écrit, cela se pourrait faire. Mais à Paris, ou dans les pays coutumiers, au moins dans la plupart, c'est ce qui ne se peut, et la disposition serait nulle. Tout l'avantage que les gens dans le mariage se peuvent faire l'un à l'autre est un don mutuel entre vifs. Encore faut-il qu'il n'y ait point d'enfants, soit des deux conjoints ou de l'un d'entre eux lors du décès du premier mourant. Voilà une coutume bien impertinente qu'un époux ne puisse rien laisser à une femme dont il est aimé éperdument et qui prend de lui tant de soin. Je voudrais bien consulter mon avocat pour voir comment je pourrais faire. Ce ne sont point à les avocats qu'il faut aller, car ils sont bien sévères là-dessus, et s'imagine que ces grands crimes, que de disposer en fraude de la loi, ce sont des gens de difficulté, ignorant les détours de la conscience. Il y a d'autres personnes à consulter qui sont bien plus accommodantes. J'ai des expédients pour passer doucement par-dessus la loi et rendre juste ce qui n'est pas permis, pour aplanir les difficultés d'une affaire et trouver les moyens d'éluder la coutume par quelque avantage indirect. Mais sans cela, où irions-nous tous les jours? Il faut de la facilité dans toute chose. Autrement, nous ne ferons rien et je ne donnerai pas un sou de notre métier. Ma femme m'avait bien dit, monsieur, que vous étiez fort habile et fort honnête.
Alors comment puis-je faire, s'il vous plaît? Lui donner mon bien et en frustrer les enfants. Comment vous pourrez faire? Vous pouvez choisir doucement un ami intime de votre femme, auquel vous donnerez en bonne forme par votre testament tout ce que vous pouvez, et cet ami ensuite lui rendra tout. Vous pouvez encore contracter un grand nombre d'obligations non suspectes au profit des créanciers qui prêteront leur nom à votre femme et qui mettront entre ses mains leur déclaration que ce qu'ils en ont fait n'a été que pour lui faire plaisir. Vous pouvez aussi, pendant que vous êtes en vie, mettre entre ses mains de l'argent comptant ou des billets que vous pouvez avoir payables au porteur. Mon Dieu, mon ami, ne vous tourmentez point de cela. Et s'il vient faute de vous, je ne veux plus rester au monde. Mamie! Oui, mon ami. Et si je suis assez malheureuse pour vous perdre? Ma chère femme! La vie ne me sera plus de rien. Mamou! Et je suivrai vos pas pour vous prouver toute la tendresse que j'ai pour vous. Oh, consolez-vous, mamie, vous me fendez le cœur! Ces larmes sont en possession et les choses n'en sont pas encore là. Ah mais monsieur, vous ne savez pas ce que c'est qu'un mari qu'on aime tendrement. Tout le regret que j'aurai si je meurs, mamie, c'est de n'avoir point d'un enfant de vous. Monsieur Turgon m'avait dit qu'il m'en ferait faire un. Ça va venir encore. Mamou, il faut faire mon testament de la maçon de monsieur dit. Mais auparavant, je veux vous mettre entre les mains 20 000 francs en or que j'ai dans le lambris de mon alcôve et 2 billets payables aux porteurs qui me sont dus, l'un par monsieur Damon et l'autre par monsieur Géron. Oh non, 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 ne parlons point de cela, je vous prie. Oh, combien dites-vous qu'il y a dans votre alcôve? 20 000 francs, Mamou. Oh, ne parlez pas de bien. Et de combien sont les 2 billets? Ils sont, mamie, l'un de 4 000 francs et l'autre de 6. Mais tous les biens du monde ne sont rien au prix de vous, mon ami. Voulez-vous que nous procédions au testament? Oui, mais nous serons mieux dans mon petit cabinet. Ami, conduisez-moi. Oui. Allons, mon pauvre petit-fils. Voilà avec un notaire, et j'ai ouï parler d'un testament. Hein. Votre belle-mère ne s'endort point. Vous avez quelque conspiration contre vos intérêts ou elle pousse votre père? Qu'il dispose de son bien à sa fantaisie pourvu qu'il ne dispose point de mon cœur. Tu vois, Toinette, les dessins violents que l'on fait sur lui. Ne m'abandonne pas, je te prie dans l'extrémité où je suis. Moi, vous abandonner, mais j'aimerais mieux mourir. Ah, votre belle-mère a beau me faire sa confidence, de vouloir me jeter dans ses intérêts. Je n'ai jamais pu avoir d'intérêt. Et j'ai toujours été de votre parti. Laissez-moi faire, et j'emploie toutes choses pour vous aider. Mais pour vous servir, plus de faire. Je veux changer de batterie, couvrir le zèle que j'ai pour vous et feindre d'entrer dans les intérêts de votre père et de votre mère. Tâche, je t'en conjure de faire donner avis à Clément du mariage qu'on a conclu. Une personne a employé pour cela que le vieil usurier Polichinelle, mon amant. Il m'en coûtera quelques paroles de douceur que je veux bien y penser pour vous. Pour aujourd'hui, il est trop tard. Mais demain, du grand matin, je l'enverrai quérir. Toinette! Ah, on m'appelle. Reposez-vous sur moi. Angélique, consulter
écouter les sentiments de son cœur et lui demander ses résolutions sur ce mariage fatal dont on m'a averti. Oui, mais on ne parle pas comme cela de but en blanc, Angélique. Il faut des mystères. Et vous savez, les trois de garde où elle est retenue. On ne la laisse ni sortir, ni parler à personne. Et je n'ai plus que la curiosité d'une vieille tante qui nous fait accorder la liberté d'aller à cette comédie qui donne lieu à la naissance de votre passion. Nous nous sommes regardés de parler de cette affaire. Aussi, ne viens pas ici comme Cléante et sous l'apparence de son âme, mais comme ami de son maître de musique, dont j'ai obtenu le pouvoir de dire qu'il m'envoie à sa place. Voilà son père. Retirez-vous un peu et me laissez lui dire que vous êtes là. Monsieur Purdon m'a dit de me promener le matin dans la chambre où vous allez, tous venus. J'ai oublié de lui demander si c'est en long ou en large. Monsieur! Ah, parle pas, Pandard, tu viens m'ébranler tout le cerveau. Tu ne songes pas qu'il ne faut pas parler si haut, on est malade. Je vous dis que... Mais parle pas, te dis-je. Monsieur! Hein? Je vous dis que... Mais qu'est-ce que tu dis? Je dis que voilà un homme qui veut parler à vous. Qu'il vienne. Monsieur! Doucement! Patio! Ça ne ferait que qu'ébranler son cerveau. Monsieur, je suis ravi de vous trouver debout et de voir que vous vous portez mieux. Comment qu'il se porte mieux? Mais cela est faux. Monsieur se porte toujours mal. Je voulais vous dire que monsieur était mieux et je lui trouve bon visage. Que voulez-vous dire avec votre bon visage? Mais monsieur l'a fort mauvais. Ce sont des impertinents qui vous ont dit qu'il était mieux. Je me suis apporté. Elle a raison. Il marche, dort, mange et boit comme tous les autres, mais cela n'empêche pas qu'il soit fort malade. Cela est vrai. Monsieur, j'en suis au désespoir. Je viens de la part du maître à chanter de mademoiselle votre fille. Il s'est vu obligé d'aller à la campagne pour quelques jours. Comme son ami intime, il m'a demandé de lui continuer ses leçons de peur qu'en les interrompant, elle n'en vint à oublier ce qu'elle sait déjà. Fort bien. Appelez Angélique. Je crois, monsieur, qu'il serait mieux de mener monsieur à sa chambre. Non, faites-la venir. Il ne pourra lui donner leçon comme il faut, s'il ne sont en particulier. Si fait, si fait. Ah, mais cela ne fera que vous étourdir et il ne faut rien pour vous émouvoir dans l'état où vous êtes et vous ébranler le cerveau. Bien. J'aime la musique et j'en serais bien aise sans... Ah bah la voici. Allez-vous-en, vous voir si ma femme est habillée. Angélique, votre maître de musique est allé au chant. Et voilà une personne qui l'envoie à sa place pour vous montrer. Monsieur, Qu'est-ce, d'où vient cette surprise? c'est Et quoi? Qui vous émeut de la sorte? mon père, une aventure surprenante qui se rencontre ici. Comment? J'ai songé toute la nuit que j'étais dans le plus grand embarras du monde et qu'une personne faite tout comme monsieur s'est présentée à moi, à qui j'ai demandé secours et qui m'est venue tirer de la peine où j'étais. Ma surprise a été grande en arrivant ici de voir ce que j'ai eu dans l'idée toute la nuit. Ce n'est pas être malheureux que d'occuper votre pensée, soit en dormant, soit en veillant. Le bonheur serait grand sans doute si vous étiez dans quelque peine, dont vous me jugeassiez digne de vous tirer. Il n'y a rien que je ne fisse pour... Ma foi, je me dédie de tout ce que je disais tout à l'heure. Je suis pour vous maintenant. Je reçois monsieur Diavarus le père et monsieur Diavarus le fils qui viennent vous rendre visite. Oh, que vous serez bien engendré. Vous allez voir le garçon le mieux fait du monde et le plus spirituel. Il n'a dit que deux mots, mais qui m'ont ravi. Votre fille va être charmée de lui. Ne vous en allez point, monsieur. C'est que je marie ma fille et voilà qu'on lui amène son prétendu mari qu'elle n'a point encore vu. C'est m'honorer beaucoup de vouloir que je sois témoin d'une entrevue si agréable. C'est le fils d'un habile médecin. Et le mariage se fera dans 4 jours. Fort bien. Demandez-le un peu à son maître de musique afin qu'il se trouve à la noce. Je n'y manquerai pas. Moi, je vous y prie aussi. Vous me faites beaucoup d'honneur. Allons, on se retire, les voici. Monsieur Purgon, monsieur, m'a défendu de découvrir ma tête. Vous êtes du métier, vous savez les conséquences. Nous sommes dans nos visites pour porter secours aux malades et non pour leur porter de l'incommodité. Je reçois, monsieur, Nous venons ici, avec beaucoup de joie, l'honneur vous témoigner, monsieur. et j'aurais souhaité de vous voir à la la chance que pour vous faites vous en de assurer. pouvoir bien nous recevoir. Mais
Vous savez, monsieur Secret, c'est un pauvre. Il ne peut faire autre chose que je vous dis. Il cherchera toutes les occasions pour vous faire connaître. Monsieur, il est tout à votre service. Avancez, faites vos compliments. N'est-ce pas par le père qu'il convient commencer? Oui, oui. Monsieur, je suis venu saluer, reconnaître, chérir, révérer en vous un second père, mais un second père auquel j'ose dire que je me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré, mais vous m'avez choisi. Il m'a reçu par nécessité, mais vous m'avez accepté par grâce. Ce que je tiens de vous, et ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps, mais ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté. Et d'autant plus que les facultés spirituelles sont au-dessus des corporelles, d'autant plus je vous le dois, et d'autant plus je tiens précieuse cette future filiation dont je viens aujourd'hui vous rendre par avance les très humbles et très respectueux hommages. Optime. Allons, saluez monsieur. Mais serais-je? Oui, oui. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère. C'est pas ma femme à qui vous parlez, c'est ma fille. Donc est-elle? Elle va venir. Attendrai-je mon père qu'elle soit venue? Et faites toujours le compliment de mademoiselle. Mademoiselle, ne plus ne moins que la statue de même nom rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait à être éclairée des rayons du soleil, tout de même me sens-je animé d'un doux transport à l'apparition du soleil de vos beautés. Et comme les naturalistes remarquent que la fleur nommée héliotrope tombe sans cesse vers cet astre du jour, aussi mon cœur, d'ores en avant, tournera-t-il toujours vers les astres resplendissants de vos yeux adorables, ainsi que vers son pôle unique. Souffrez donc, mademoiselle, que j'apprends aujourd'hui, à l'autel de vos charmes, offrande de ce cœur qui ne respire et n'ambitionne autre gloire, mademoiselle, que d'être toute sa vie votre très humble, très obéissant et très fidèle serviteur et mari. On apprend de belles choses. Que dites-vous de cela? Que monsieur fait merveille, que s'il est aussi bon médecin et bon orateur, il y aura plaisir à être de ses malades. Ah, assurément, assurément. Ce sera quelque chose d'admirable s'il fait d'aussi belles cures qu'il fait de beaux discours. Allons, vite, ma chaise et des sièges à tout le monde. Ah, tu crois que... Mettez-vous là, ma fille. Vous voyez, monsieur, que tout le monde admire monsieur votre fils. Et je vous trouve bien heureux de vous voir un garçon comme cela. Monsieur, ce n'est pas parce que je suis son père, mais je puis dire que j'ai sujet d'être content de lui. Il n'a jamais eu l'imagination bien vive, ni ce feu d'esprit qu'on remarque dans quelques-uns, mais c'est par là que j'ai toujours bien auguré de sa judiciaire, qualité requise dans l'exercice de notre art. Lorsqu'il était petit, il n'a jamais été ce qu'on appelle vif ou éveillé. On le voyait toujours doux, paisible et taciturne, ne disant jamais mot et ne jouant jamais à tous ces petits jeux que l'on a au fantôme. On eut toutes les peines du monde à lui apprendre à lire. Il avait 9 ans, il ne connaissait pas encore ses lettres. Bon, disais-je en moi-même, les arts tardifs sont ceux qui portent les meilleurs fruits. On grave sur le marbre, bien plus malaisément que sur le sable. Mais les choses y sont conservées bien plus longtemps. Et cette lenteur à comprendre, cette pesanteur d'imagination est la marque d'un bon jugement à venir. Lorsque je l'envoyais au collège, il trouva de la peine. Mais il se roidissait contre les difficultés et ses régents se louaient toujours à moi de son assiduité et de son travail. Enfin, à force de battre le fer, il en est venu glorieusement avoir ses licences. Et je puis dire sans vanité que depuis 2 ans qu'il est sur les bancs, il n'y a point de candidat qui ait fait plus de bruit que lui dans toutes les disputes de notre école. Il s'y est rendu redoutable et il ne s'y passe point d'acte où il n'aille argumenter à outrance pour la proposition contraire. Il est ferme dans la dispute, fort comme un turc sur ses principes, ne démord jamais de son opinion, poursuit un raisonnement jusque dans les derniers recoins de la logique. Et sur toute chose,
Ce qui me plaît, lui, et en quoi il suit mon exemple, c'est qu'il s'attache aveuglément aux opinions de nos anciens. Et que jamais il n'a voulu comprendre ou écouter les raisons et les expériences des prétendues découvertes de notre siècle touchant la circulation du sang et autres opinions de même temps. J'ai, contre les circulateurs, soutenu une thèse qu'avec la permission de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle comme un hommage que je lui dois, des prémices de mon esprit. Monsieur, c'est pour moi meuble inutile et je ne me connais pas à ces choses-là. Donnez. Elle dit on va la prendre pour l'image, et cela servira à parer notre chambre. Avec la permission aussi de monsieur, je vous invite à venir voir l'un de ces jours pour vous divertir. La dissection d'une femme, sur quoi je dois raisonner. Le divertissement sera agréable. Il y en a qui donnent la comédie à leur maîtresse, mais donner une dissection, voilà quelque chose de plus galant. Au reste, pour ce qui est des qualités requises pour le mariage et la propagation, je peux vous assurer que, selon les règles de nos médecins, il est tel qu'on peut le souhaiter. Il possède en un degré louable la vertu prolifique et qu'il est apparemment qu'il faut pour engendrer et procréer des enfants bien conditionnés. N'est-ce pas votre attention, monsieur, de le pousser à la cour et d'y ménager pour lui une charge de médecin? À vous parler franchement, notre métier auprès des grands ne m'a jamais paru agréable. J'ai toujours trouvé qu'il valait mieux pour nous autres demeurer au public. Le public est commode, vous n'avez à rendre de compte de vos actions à personne, et pourvu que l'on suive le courant des règles de l'art, on ne se met point en peine de tout ce qui peut arriver. Mais ce qui est fâcheux auprès des grands, c'est que lorsqu'ils viennent être malades, ils veulent absolument que leur médecin les guérisse. Ah, cela est plaisant. Ils sont bien impertinents de vouloir que vous autres, messieurs, vous les guérissiez. Mais vous n'êtes point auprès de pour cela. Vous n'y êtes que pour recevoir vos pensions et prescrire les remèdes. C'est à eux à guérir s'ils le peuvent. Et cela est vrai, on est obligé d'être intelligent dans les formes. Monsieur, faites un peu chanter ma fille devant la compagnie. J'attendais vos ordres, monsieur, et il m'est venu en pensée pour divertir la compagnie de chanter avec mademoiselle une scène d'un petit opéra qu'on a fait depuis peu. Tenez, voilà votre partie. Moi? Ne vous défendez pas, s'il vous plaît, laissez-moi vous faire comprendre ce que c'est que la scène que nous devons chanter ensemble. Je n'ai pas une voix à chanter, mais il suffit que je me fasse entendre et on aura la bonté de m'excuser par l'obligation que je me trouve de faire chanter mademoiselle. Les vers en sont-ils bons? Il s'agit proprement d'un petit opéra impromptu et vous n'allez entendre chanter que de la prose cadencée ou des manières de vers libres telles que la passion et la nécessité peuvent faire trouver à deux personnes qui disent les choses d'eux-mêmes et parlent sur le champ. Fort bien, écoutons. Voici le sujet de la scène. Un berger était attentif aux beautés d'un spectacle qui ne faisait que de commencer lorsqu'il fut tiré de son attention par un bruit qu'il entendit à ses côtés. Il se retourne et voit un brutal qui, de paroles insolentes, maltraitait une bergère. D'abord, il prend les intérêts d'un sexe à qui tous les hommes doivent hommage, et après avoir donné au brutal le châtiment de son insolence, il vient à la bergère et voit une jeune personne qui, des deux plus beaux yeux qu'il eût jamais vus, versa des larmes qu'il trouva les plus belles du monde. Hélas, dit-il en lui-même, es-tu capable d'outrager une personne si aimable? Quel inhumain, quel barbare ne serait touché par de telles larmes? Il prend soin de les arrêter, ces larmes qui étaient aussi belles. La bergère prend soin en même temps de le remercier de son léger service, mais d'une manière si charmante, si tendre, et si passionnée, que le berger n'y peut résister. Chaque mot, chaque regard est un trait plein de flammes, tout son cœur se sent pénétrer. Est-il, disait-il, quelque chose qui puisse m'arrêter
les aimables paroles d'un tel remerciement. Que ne devrait-on pas faire? Quel service, quel danger ne serait-on pas ravi de courir pour s'attirer un seul moment les touchantes douceurs d'une âme si reconnaissante? Tout le spectacle passe sans qu'il ne donne aucune attention. Mais il se plaint qu'il est trop court parce qu'en finissant, il me sépare de son adorable bergère et de cette première vue, de ce premier moment, il emporte avec lui tout ce jeune amour de plusieurs années. Il faut avoir de plus violent. Voilà aussitôt à sentir les maux de l'absence. Il se trouve tourmenté de ne plus voir ce qu'il a si peu vu. Il fait tout ce qu'il peut pour se redonner cette vue dont il conserve jour et nuit une si chère idée. Mais la grande contrainte où l'on tient la bergère lui en ôte tous les moyens. Et la violence de sa passion lui fait résoudre à demander en mariage l'adorable beauté sans laquelle il ne peut plus vivre. Et il en obtiendrait la permission par un billet qu'il a l'adresse de lui faire tenir. Et dans le même temps, on l'avertit que le père de cette belle a conclu son mariage avec un autre et que tout se dispose à en célébrer la cérémonie. Jugez quelle atteinte cruelle au cœur de ce pauvre berger. Le voilà accablé d'une mortelle douleur, de souffrir, effroyable idée, de voir tout ce qu'il aime entre les bras d'un autre. Son amour, au désespoir, il fait trouver un moyen de s'introduire dans la maison de sa bergère pour apprendre ses sentiments et savoir d'elle la destinée à laquelle il doit se résoudre. Il y retrouve les apprêts de tout ce qu'il craint. Il voit venir une ligne rivale, que le caprice d'un père oppose aux tendresses de son amour. Il le voit triomphant, ce rival ridicule, près de sa bergère, ainsi qu'auprès d'une conquête qui lui est assurée. Cette vue le remplit de colère dont il a peine à se rendre le maître. Il jette de douloureux regards sur celle qu'il adore, mais son respect et la présence de son père n'empêchent de rien lui dire que des yeux. Mais enfin, il force toute contrainte, le transport de son amour l'oblige à lui parler ainsi. Ah, ah, belle Phyllis, pourquoi souffrir? Rompons ce dur silence et ouvrez vos pensées. Apprenez-moi ma destinée. Faut-il vivre? Faut-il mourir? Habile à parler aussi à livre ouvert sans hésiter. Mais, Phyllis, une pensée vient troubler ce doux transport. Un rival. Je l'ai plus que la mort, et sa présence ainsi qu'à vous est un supplice. Et que dit le père à tout cela? Il ne dit rien. Ah, ben voilà son père que ce père-là. Tu supportais toute cette société-là sans rien dire. Oh, mon amour. Ah non, on va lasser. Cette comédie est de fort mauvais exemple. Berger Tircis est un impertinent. La bergère Phyllis, une impudente que de parler de la sorte devant son père. Ce papier. Où sont donc les paroles que vous avez dites? Il n'y en a que de la musique écrite
madame. Est-ce que vous ne savez point, monsieur, qu'on a retrouvé depuis peu l'invention d'écrire les paroles avec les notes mêmes? Fort bien, monsieur. Je suis votre serviteur. Jusqu'au revoir. Nous nous serions bien passés de notre petit impertinent opéra. J'ai cru vous divertir. Les sottises divertissent point. Pas maman. Voilà le fils de monsieur Diafoirus. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on voit sur votre... Monsieur, je suis ravie d'être venue ici à propos pour avoir l'honneur de vous voir. Puisque l'on voit sur votre visage... Puisque l'on voit sur votre visage... Madame, vous m'avez interrompu au milieu de ma période, et cela m'a troublé la mémoire. Thomas, réservez cela pour une autre fois. Ma fille, mais touchez dans la main de monsieur et lui donnez votre foi comme à votre mari. Mon père, Mais quoi, qu'est-ce qu'on perd? de grâce, ne précipitez pas les choses. Laissez-nous au moins le temps de nous connaître et de voir naître en nous cette inclination si nécessaire à composer une union parfaite. Quant à moi, mademoiselle, elle est déjà toute née en moi et je n'ai pas besoin d'attendre davantage. Si vous êtes si prompt, monsieur, il n'en est pas de même de moi. Et je vous avoue que votre mérite n'a pas encore fait assez d'impression dans mon âme. Mais écoute, tout cela aura le loisir de se faire quand vous serez mariés enfants. Mon père, donnez-moi du temps, je vous prie. Le mariage est une chaîne où l'on ne doit jamais soumettre un cœur par force. Et si monsieur est honnête homme, il ne doit point vouloir accepter quelqu'un qui serait à lui par force. Nego consequential, mademoiselle, et je puis bien vouloir vous accepter des mains de monsieur votre père et être honnête homme. C'est un méchant moyen de se faire aimer de quelqu'un que de lui faire violence. Nous lisons des anciens que leur coutume était d'enlever par force des maisons des pères les filles qu'on menait mariées, afin qu'il ne semblât pas que ce fût de leur consentement qu'elles convolaient dans les bras d'un homme. Les anciens, monsieur, sont les anciens, et nous sommes les gens de maintenant. Les grimaces ne sont plus nécessaires dans notre siècle, et lorsqu'un mariage nous plaît, nous savons fort bien y aller sans qu'on nous y traîne. Donnez-vous patience. Si vous m'aimez, monsieur, vous devez vouloir tout ce que je veux. Oui, mademoiselle, jusqu'aux intérêts de mon amour exclusivement. Mais la grande marque d'amour, c'est d'être soumise aux volontés de celle qu'on aime. Distinguo, mademoiselle, dans ce qui ne regarde point sa possession concedo, mais dans ce qui la regarde, nego. Vous avez beau raisonner, monsieur est frais et moulu du collège. Il vous donnera toujours votre reste. Pourquoi tant résister et refuser le bonheur d'être attaché au corps de la faculté? Elle a peut-être quelque inclination en tête. Si j'en avais, madame, elle serait telle que la raison et l'honnêteté pourraient me la permettre. Moi, je joue vraiment un plaisant personnage ici. Si j'étais que de vous, je ne la forcerais point à se marier. Et je sais bien ce que je ferais. Je sais, madame, ce que vous voulez dire et les bontés que vous avez pour moi. Mais peut-être que vos conseils ne seront pas assez heureux pour être exécutés. C'est que les jeunes filles comme vous refusent d'être soumises et obéissantes aux volontés de leur père. Cela était beau autrefois. Le devoir d'une fille a des bornes, madame, et la raison et les lois ne l'étendent pas à toutes sortes de choses. C'est-à-dire que toutes vos pensées vont vers le mariage, mais que vous voulez choisir un époux à votre fantaisie. Si mon père ne veut pas me donner un époux qui me plaise, je le conjurerai au moins de ne me point forcer à en épouser un que je ne puisse aimer. Messieurs, je vous demande pardon de tout ceci. Chacun a son but en se mariant. Pour moi, qui ne veux un mari que pour l'aimer tendrement, et qui prétend faire tout l'attachement de ma vie, je vous avoue que j'y cherche quelques précautions. Il y en a d'autres qui prennent un mari seulement pour se défaire de la contrainte de leurs parents, se mettre en état de faire tout ce qu'elles voudront. Il y en a d'autres, madame, qui font du mariage un commerce de pur intérêt, qui ne se marient que pour gagner des douaires, que pour s'enrichir sur la mort de leur mari, et courent sans scrupule de mari en mari pour s'approprier leur dépouille. Ces personnes-là, à la vérité, n'y cherchent pas tant de façon et regardent peu à la personne. Je vous trouve bien raisonnante aujourd'hui, et j'aimerais bien savoir ce que vous voulez dire par là. Moi, madame, que voudrais-je dire que ce que je dis? Vous êtes si sotte, mamie, qu'on ne saurait plus vous souffrir. Vous voudriez bien, madame, que je vous réponde quelque impertinence, mais je vous avertis que vous n'aurez pas cet avantage.
Et vous avez un ridicule orgueil, une impertinente présomption qui fait hausser les épaules à tout le monde. Tout cela ne servira de rien, madame. Je serai sage en dépit de vous. Pour vous ôter l'espérance de réussir dans ce que vous voudrez, je vais m'ôter de votre vue. Écoute, il n'y a point de milieu à cela. Choisis dans 4 jours d'épouser monsieur ou un couvent. Ne vous mettez pas en peine, je l'arrangerai bien. Oh, je suis fâchée de vous quitter, mon fils. Mais j'ai une affaire en ville dont je ne peux me dispenser. Je reviendrai bientôt. Allez, maman. Et passez chez votre notaire afin qu'il expédie ce que vous savez. Adieu, mon ami. Adieu, mamie. Ah, voilà une femme qui m'aime, cela n'est pas croyable. Nous allons, monsieur, prendre congé de vous. Je vous demande, monsieur, de me dire un peu comment je suis. Allons, Thomas, prenez votre bras de monsieur pour voir si vous saurez porter un bon jugement de son pouls. Quid dicis? Dico que c'est le pouls d'un homme qui ne se porte point bien. Bon. Qu'il est duriuscule, pour ne pas dire dur. Fort bien. Repoussant. Bene. Et même un peu caprisant. Optimé. Ce qui marque une intempérie dans le parenchisme splénique, c'est-à-dire la rate. Fort bien. Mais non! Monsieur Purdon dit que c'est mon foie qui est malade. Eh oui, qui dit par en Chine, dit l'un et l'autre, à cause de l'étroite sympathie qu'ils ont ensemble, par le moyen du vase privé du pylore, et souvent de mélancolidoc. Il vous ordonne sans doute de manger force rôti. Ah non, rien que du bouilli. Eh oui, rôti, bouilli, même chose. Il vous ordonne fort prudemment, et vous ne pouvez être en de meilleurs mains. Monsieur, combien est-ce qu'il faut mettre de grains de sel dans un œuf? 6, 8, 10 par les nombres pairs. Comme dans les médicaments, par les nombres impairs. Bon, jusqu'au revoir, monsieur. Je viens, mon fils, avant que de partir, vous donner avis d'une chose à laquelle il faut que vous preniez garde. En passant devant la porte d'Angélique, je l'ai vu avec un jeune homme qui s'est sauvé d'abord qu'il m'a vu. Un jeune homme avec ma fille. Oui, oui, votre petite Louison était avec eux. Elle pourra vous en dire des nouvelles. Effronté. Je ne Adieu, m'étonne mon pas. Je ne m'étonne pas de sa résistance. Adieu. Adieu, mamie. C'est bien, mon frère. Qu'est-ce? Comment vous portez-vous? Ah, ma sœur fort mal. Comment fort mal? Ah, je suis dans une faiblesse si grande que cela n'est pas croyable. Voilà qui est fâcheux. Je n'ai pas seulement la force de pouvoir parler. J'étais venue ici pour parler d'un parti pour ma nièce en Ah non, ne parlez pas de cet effronté, hein. C'est une bricole, une impertinente que je mettrai dans un couvent avant qu'il soit de jour. Voilà qui est bien. Je suis bien est-ce que ma vie vous fasse du bien, que la force vous revienne. Au sang. Nous parlerons d'affaires tantôt. Je vous donne ici un divertissement que j'ai rencontré qui dissipera votre chagrin et vous rendra la mieux disposée aux choses que nous avons à dire. Et cela vaudra bien une ordonnance de Monsieur Purgon. Allons.